lancer les débats. Je vais donner la parole à Sybille Veil et Pierre Louette, qui dirigent respectivement Radio France et le groupe Les Échos, le Parisien, qui sont les deux groupes à l'origine, avec France Info, de Médias en scène, qui vit aujourd'hui sa deuxième édition. Pierre, quelques mots d'introduction. Oui, merci beaucoup David. Bonjour à Sybille d'abord et bienvenue dans cette maison qui est très heureuse de t'accueillir et d'organiser avec tes équipes, France Info en particulier. Donc la deuxième édition de ce festival. Deuxième édition, mais je pense qu'on est en train de trouver notre place. Et ça, c'est vraiment important. On est heureux d'avoir eu cette idée. Souvent, les idées de festival ou d'événements, elles prospèrent quand il y a la place et qu'il n'y avait plus vraiment l'an dernier d'événements consacrés aux médias qui permettaient d'échanger sur le futur des médias. Et Dieu sait que chaque jour nous apporte des questions sur cet enjeu-là. Il n'y avait plus vraiment de lieu de rencontre et de débat international. Donc on a souhaité le créer. On est en train de s'installer. Cette année, donc, on va avoir sur les deux rives de la Seine, entre la Maison de la Radio où actuellement le patron du CSA est en train de parler. Donc on a déjà une séquence sur la régulation qui s'est ouverte, une centaine de séquences, une centaine ou 180 speakers aussi, orateurs qui seront des deux côtés, plus de 4000 personnes attendues et 5 grandes thématiques que je voulais juste mentionner avant de laisser la parole à Sybille. Donc 5 grandes thématiques discutées cette année, c'est important parce que ça donne un peu le programme et l'orientation. Donc les nouvelles écritures pour raconter le réel, un enjeu tout à fait important pour nous, le défi de la confiance dans les médias, le boom de l'audio, l'intelligence artificielle et son utilisation au service de nos rédactions et de nos médias, et puis, comment ne pas le mentionner, une question absolument centrale pour les uns et les autres. D'ailleurs, c'est vraiment particulièrement présent à l'antenne, sur Radio France, sur France Inter en particulier, mais aussi dans nos journaux, la question de l'urgence climatique. Voilà donc les grands enjeux. Et puis, je laisse Sybille vous dire quelques mots aussi sur cette journée qui démarre. Merci beaucoup, cher Pierre. Bonjour à tous. Donc, comme tu l'as rappelé, ce festival, nous l'avons pensé pour imaginer les médias de demain. Et ce que nous avons voulu construire ensemble, c'est un rendez-vous qui soit international, mais qui soit aussi singulier. Il n'y a pas d'autres rendez-vous qui existent aujourd'hui qui traitent à la fois du journalisme, mais aussi toutes les questions économiques, éditoriales, technologiques. Et pourquoi on l'a pensé ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est dans un moment où les évolutions s'accélèrent et notre paysage médiatique se redessine. Et je pense qu'avec toutes les équipes du groupe Les Échos, Le Parisien, moi, mes équipes autour de France Info et plus largement de Radio France, on a ce souci aujourd'hui de prendre notre destin en main. Et ça veut dire répondre à une question, c'est comment est-ce qu'on s'assure d'être un média d'avenir ? Et pour ça, on sait qu'il faut être à la fois fort sur nos métiers, fort sur nos missions, et on sait qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien d'acquis. Il n'y a plus rien d'acquis parce qu'il y a eu la révolution numérique, il y a l'évolution des usages, et il y a surtout une question qui se pose sur la légitimité même de nos médias. Et cette question-là, elle résonne un peu différemment cette année. On l'avait déjà évoqué un peu l'an dernier, pendant la première édition de Médias en scène. Et elle résonne différemment. Pourquoi ? Parce que sur cette année, on a tous connu un événement très singulier qui sont les Gilets jaunes. Et on a vu qu'en un an, la confiance dans les médias a perdu près de 11 points. C'est le chiffre donné par Reuters International qui vient présenter aujourd'hui dans parmi les différentes keynotes qui sont prévues dans la journée, les indicateurs de confiance qu'ils mesurent dans une trentaine de pays. Et ils ont mesuré qu'en France, on est aujourd'hui au 22e niveau. On est l'avant-dernier pays du classement avec un taux de confiance qui est descendu à 22%. Donc on voit que l'effet gilet jaune a été très tangible. Et cet effet gilet jaune, en fait, il a matérialisé proprement la crise de confiance qu'on commençait à avoir de manière un peu imperceptible l'an dernier dans les études d'opinion. Il a matérialisé par différentes formes. D'une part, par les critiques, parfois très virulentes. Ensuite, par l'expression d'incompréhension sur les choix éditoriaux, mais aussi, d'une manière qui est tout à fait inadmissible en démocratie, par la violence physique et verbale que certains de nos journalistes ont subie. Ce mouvement des Gilets jaunes, ça a aussi été un cas pratique des nouvelles formes de concurrence que subissent nos médias. Il y en a plusieurs, elles sont multiples. La première qui était très visible, c'est la concurrence du live, du direct, de ces vidéos filmées en direct par des amateurs sur leur téléphone portable.
La concurrence aussi des réseaux sociaux sur lesquels ces vidéos étaient viralisées, des réseaux sur lesquels, à force de voir toujours des informations qui vont dans le sens de ce qu'on recherche, on est moins habitué à avoir une description plus nuancée de la réalité et on commence à en douter quand c'est celle que nous décrivent les médias. Enfin, il y a eu aussi la concurrence du complotisme, dont on voit qu'il a de beaux jours devant lui, cette idée qu'il y a toujours un dessein caché en permanence, et on l'a d'ailleurs encore tous observé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, au moment où la couverture médiatique de l'incendie qui s'est déroulé à Rouen a été contestée, dans la mesure où certains ont dit « mais beaucoup de choses nous ont été cachées, c'est pour ça que vous avez rendu un hommage aussi présent au président défunt Jacques Chirac ». Donc on voit qu'il y a des évolutions qui sont très profondes. Et l'une dernière qu'on a aussi observée au cours de cette année, ça a été la propagation des deepfakes, qui sont ces vidéos où on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Alors à côté de la problématique même de la manipulation, c'est surtout l'enjeu des technologies qu'on voit au travers de ces nouvelles techniques. On voit que le journalisme de synthèse, l'intelligence artificielle et tous les apports, tout ce que nous permettent aujourd'hui l'évolution des technologies, changent très radicalement nos métiers. Paradoxalement, je crois que cela renforce une chose, la valeur de l'humain dans nos métiers. Dans nos métiers où il y a la figure de journaliste, qui est un métier de vocation, qui est un métier d'engagement. On sait que souvent les journalistes ne comptent pas leurs heures, ni leur engagement quand il y a une actualité brûlante. Mais aujourd'hui, plus qu'avant, on n'arrête pas d'être journaliste quand on quitte sa rédaction, quand on rend son papier, quand on finit son émission. On n'arrête pas, pourquoi ? Parce que les journalistes sont désormais interpellés en permanence sur le choix d'un angle, sur le choix d'un titre, sur le choix d'une vidéo. Ils sont interpellés sur les réseaux sociaux, ils sont interpellés aussi par les messages reçus par le public. À Radio France, chaque mois, on reçoit pas moins de 16 000 messages qui nous sont adressés pour soit contester, soit saluer les choix faits par nos différentes chaînes. Donc c'est un changement qui est très important. Et cette demande d'interaction des publics a d'ailleurs influencé nos antennes de Radio France dans les formats éditoriaux au cours de cette saison. Mais surtout, je pense que cette évolution, ce changement de posture des publics est sans doute l'un des marqueurs les plus importants de l'époque actuelle. Parce qu'aujourd'hui, le public a tous les outils pour réagir, interagir, partager et surtout, désormais, pour émettre lui-même. Et c'est la raison pour laquelle, quand on est journaliste, aujourd'hui, on est plus exposé et donc on est personnellement plus engagé. Moi, j'y vois avant tout un versant qui est positif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le journalisme est un métier qui est toujours plus humain. Parce que quelque part, sa valeur réside dans tout ce qui le différencie justement d'un robot. C'est l'humain qui fait la différence entre l'information en direct, le prisme du live en direct, et l'information en continu, celle que s'efforcent de faire nos rédactions, comme celle de France Info. C'est l'humain qui différencie une succession d'articles sur un moteur de recherche, un grand moteur de recherche par exemple, et la ligne éditoriale qui est fondée sur les valeurs d'une rédaction. Donc on voit que le métier de journaliste a un avenir qui est absolument formidable, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, et l'une des questions qu'on va traiter tout au long de la journée, c'est bien l'impact qu'ont les nouvelles formes de concurrence sur la relation que nous avons avec les publics et la déstabilisation que cette relation peut connaître. Je pense que c'est un combat qu'il faut mener sur plusieurs fronts. Il faut montrer la fabrique de l'information, montrer qu'elle obéit à des règles, à des principes, tous ceux qui régissent le travail d'une rédaction. Il faut aussi parler de la figure du journaliste. Vous le savez, nos journalistes, pendant beaucoup de manifestations au cours de l'hiver dernier, ont dû être accompagnés par des agents de sécurité quand ils étaient sur le terrain pour du reportage. Certains ont subi des menaces, des violences, qui sont, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, qui ne peuvent pas être acceptables. Mais surtout, je crois que fondamentalement, ce qu'on a vu, c'est que les journalistes, en fait, étaient considérés par certains comme n'étant pas des leurs. Ça veut dire que c'est la figure même du journaliste qui, aujourd'hui, est incomprise. Je pense que ça mérite un travail
très profond. Alors au sein de l'audiovisuel public, avec les autres médias de service public, on a beaucoup réfléchi à cette question. On a essayé d'y apporter des réponses engagées. C'est l'éducation média, c'est la proximité, c'est essayer d'apporter des éclairages pour permettre que le débat soit serein et soit apaisé. Et c'est la première mission que nous demandent les Français aujourd'hui. On a fait une grande consultation publique l'an dernier, 120 000 Français y ont répondu. Et on dit que la première mission des radios et télévisions publiques, c'est d'apporter une information qui soit fiable. Et je pense qu'à contre-courant d'une tendance aujourd'hui qui consiste à vouloir émouvoir, titiller, voire choquer, je pense qu'en apportant les conditions d'un débat qui soit serein, on peut aussi construire une relation qui soit durable avec les publics. Et c'est le moment pour le faire aujourd'hui. C'est le moment parce qu'après quelques années de fascination pour les nouveaux acteurs numériques, on est aujourd'hui arrivé à une phase de maturité. Et dans cette phase de maturité, je pense que les médias qu'on qualifie de traditionnels ont tout ce qu'il faut pour montrer qu'ils sont les mieux à même de relever les défis de notre époque. Voilà. Et donc c'est autour de ces questions que toute notre journée va être animée. Je pense qu'on aura des débats qui seront éclairants et passionnants. Merci Sybille. Pierre, quelques mots avant qu'on enchaîne sur le premier débat de la matinée. Voilà, avant les débats, d'abord je voulais dire aussi just a few words. Welcome to our English speakers. I think they're on the front row, probably making notes and trying to understand what we were just saying. Mais Sybille était très très claire. Elle a à peu près tout dit en fait, parce que c'est une répartition des rôles entre nous qui me va bien. Ça, tu fais tout et je fais le reste. Et donc, moi, je voulais juste dire quelques mots. Mais sur la confiance, elle a tout dit. Sur la confiance, le classement que tu évoquais est assez effrayant parce qu'on est avant-dernier. On est juste devant les hommes et les femmes politiques, ce qui n'est pas totalement enthousiasmant quand même parce qu'ils sont très très bas. Et on a besoin de reconquérir. Alors, pour le dire aussi très directement, l'objectif de ce genre de festival, ça n'est pas une célébration de la profession par elle-même, c'est aussi de soulever le capot, de montrer ce qu'on a un peu dans le ventre, de montrer ce que les rédactions font, de montrer les dangers, tu l'as mentionné, dans lesquels elles vivent, les dangers sur nos modèles économiques. Quelques mots, parce que ça va orienter nos travaux, je pense, 80%, c'est la part de marché publicitaire de deux acteurs que je ne citerai pas tout de suite sur Internet, 80% du marché. Dans beaucoup d'économies, quand deux acteurs ont 80%, on appelle ça un duopole, on appelle ça une situation dans laquelle il y a des positions dominantes. Et 40%, c'est le temps passé par les internautes sur les plateformes. Donc ça dessine aussi très bien comment on est entré dans ce qu'on appelle, nous, de plus en plus, une économie de la relation. On n'a pas inventé le concept, ce sont les plateformes qui l'ont inventé. C'est-à-dire qu'on est intermédiaire et on doit gérer des relations. Dans notre cas, l'économie de la relation, ça veut dire élever un peu notre niveau de jeu en matière aussi d'informatique, de gestion d'un funnel de conversion et d'acquisition de clients, de gestion de la relation simplement. Vous avez cette tradition, et elle est heureuse de répondre à tous ceux qui vous écrivent. On l'a un peu développé dans d'autres médias, mais vraiment maintenant avec Internet, avec les rapports online, on a des interpellations très directes, on a des commentaires, on doit y répondre, on doit être dans cet échange-là. Donc l'économie de la relation, c'est ça. L'économie de la relation, c'est aussi faire face à cette concentration de la valeur et des usages, et c'est aussi gérer nos relations avec les plateformes. Alors avec les plateformes, on essaie d'avoir une position, et Louis qui est là et le disait il y a quelques jours aussi sur une autre estrade, on doit avoir une relation qui est une relation ni hostile ni soumise. On doit avoir des relations dans lesquelles on peut travailler avec elles pour ce qu'elles savent faire de mieux, mais on doit être aussi extrêmement vigilant quand on a l'impression que de la gentille coopération, on passe à une forme de domination trop exacerbée. Voilà, ça fait partie de tout ce qui sera évoqué ce matin dans un grand journal, en fait le grand journal économique du matin, autopromotion, séquence autopromotion. Il y avait une page formidable coordonnée par David Barou, ici présent, sous la houlette de Nicolas Barré, sur les 10 grandes inconnus, la réinvention des modèles des médias, une équation à 10 inconnus. 10 inconnus, on espère qu'il y aura quelques réponses aujourd'hui et qu'on va apporter des éléments de mise en perspective sur ces 10 inconnus. C'est un des objectifs pour nous. C'est aussi un objectif que de vous donner des clés, de vous permettre aussi de vous exprimer. Il y aura des séquences, David, dans lesquelles on pourra interagir, et puis de repartir les unes et les autres avec des éléments de compréhension, d'information, et aussi de quoi nourrir le dialogue. Parce que le dialogue sur les médias est devenu évidemment quelque chose de clé pour nous. On n'est pas dans une posture de sachant qui délivre de façon verticale des oracles de toute nature. On est vraiment interpellé, Sybille l'a dit, on est dans l'interaction et on doit
travailler et alimenter cette relation. Voilà, moi je voulais juste dire cela et puis laisser la parole à David à nouveau. Merci Pierre, merci Sybille. I'm going to switch to English for the first roundtable of this morning, if you don't mind. Pendant toute la journée, en fait, les débats seront à la fois en français et en anglais. Et si nous avons des intervenants anglais sur scène, nous parlerons anglais. Merci à tous les deux. Sybille, je crois que vous retournez à Radio France pour accueillir d'autres invités. Et Pierre va rester sur scène pour la première table ronde. Merci beaucoup.